Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. C'est à lui seul qu'est imputable cette minorité dès lors qu'elle ne procède pas du manque d'entendement, mais du manque de résolution et de courage nécessaires pour se servir de son entendement sans la tutelle d'autrui. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est donc la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté sont causes qu'une si grande partie des hommes, affranchis depuis longtemps par la nature de toute tutelle étrangère, se plaisent cependant à rester leur vie durant des mineurs. Et c'est pour cette raison qu'il est si aisé à d'autres de s'instituer leur tuteur. Il est si commode d'être mineur. Si j'ai un livre qui a de l'entendement pour moi, un directeur spirituel qui a de la conscience pour moi, un médecin qui pour moi décide de mon régime, etc., je n'ai pas besoin de faire des efforts moi-même. Je ne suis point obligé de réfléchir si payer suffit. D'autres se chargeront pour moi de l'ennuyeuse besogne. Que de loin, la plus grande partie de l'humanité, et notamment le beau sexe tout entier, considère le pas à franchir pour accéder à la majorité comme non seulement pénible, mais encore dangereux, c'est à quoi s'appliquent ces tuteurs qui ont eu l'extrême bonté de se charger de sa haute direction. Après avoir commencé par abêtir leur animal domestique et soigneusement empêcher que ces créatures tranquilles ne soient autorisées à risquer même le moindre pas dans les lisières qui les retiennent, ils leur montrent ensuite le péril qui les menace si elles tentent de marcher seules. Or, ce péril n'est précisément pas si grand, car après quelques chutes, elles finiraient bien par apprendre à marcher. Mais un exemple de cette sorte intimide et dissuade d'ordinaire de toute tentative ultérieure. Il est donc difficile pour tout homme pris individuellement de se dégager de cette minorité devenue comme une seconde nature. Il s'y est même attaché et il est alors réellement incapable de se servir de son entendement parce qu'on ne le laissa jamais en faire l'essai. Préceptes et formules, ces instruments mécaniques destinés à l'usage raisonnable, ou plutôt au mauvais usage de ces dons naturels, sont les entraves de cet état de minorité qui se perpétue. Mais qui les rejetterait, ne ferait cependant qu'un saut mal assuré au-dessus du fossé même le plus étroit, car il n'a pas l'habitude d'une telle liberté de mouvement. Aussi sont-ils peu nombreux ceux qui ont réussi, en exerçant eux-mêmes leur esprit, à se dégager de cette minorité tout en ayant cependant une démarche assurée. Qu'un public, en revanche, s'éclaire lui-même est davantage possible. C'est même, si seulement on lui en laisse la liberté, pratiquement inévitable. Car alors il se trouvera toujours quelques hommes pensant par eux-mêmes, y compris parmi les tuteurs officiels du plus grand nombre, qui, après avoir rejeté eux-mêmes le joug de la minorité, répandront l'esprit d'une estimation raisonnable de sa propre valeur et de la vocation de chaque homme à penser par lui-même. Ce qu'il y a de particulier dans ce cas, c'est que le public qu'ils avaient autrefois eux-mêmes mis sous le joug et forcera alors à y rester pour peu qu'il y soit poussé par les menées de quelques-uns de ces tuteurs totalement inaptes aux Lumières, ce qui prouve à quel point il est nocif d'inculquer des préjugés, parce qu'ils finissent par se venger même de leurs auteurs, ou des prédécesseurs de ceux-ci. C'est pourquoi un public ne peut qu'accéder lentement aux Lumières. Une révolution pourra peut-être causer la chute du despotisme personnel ou d'une oppression cupide ou ambitieuse, mais elle ne sera jamais à l'origine d'une vraie réforme de la façon de penser. De nouveaux préjugés serviront, tout comme les anciens, de rênes au plus grand nombre, incapables de réfléchir. Mais ces lumières n'exigent rien d'autre que la liberté, et même la plus inoffensive de toutes les libertés, c'est-à-dire celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Mais j'entends maintenant crier de tous côtés, ne raisonnez pas. L'officier dit, ne raisonnez pas, mais faites l'exercice. Le conseiller aux finances, ne raisonnez pas, mais payez. Le prêtre,
Ne raisonnez pas, mais croyez. Il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise raisonnez autant que vous voulez, et sur ce que vous voulez, mais obéissez. Partout, ce n'est que l'imitation de la liberté. Mais quelle limitation fait obstacle aux Lumières, et laquelle ne le fait pas, ou peut-être même leur est favorable? Je réponds, l'usage public de notre raison doit à tout moment être libre et lui seul peut répandre les lumières parmi les hommes. L'usage privé de la raison, en revanche, doit assez souvent être très étroitement limité, sans que cela soit une entrave particulière au progrès de ces lumières. Mais j'entends par usage public de notre raison celui que l'on fait en tant que savant pour l'ensemble du public lisant. J'appelle usage privé celui qu'on est autorisé à faire de sa raison dans un certain poste civil ou une fonction dont on a la charge. Or, bien des tâches qui concourent à l'intérêt du bien public nécessitent un certain mécanisme obligeant certains éléments du bien public à se comporter passivement afin que, grâce à une unanimité artificielle, ils soient dirigés par le gouvernement vers des fins publiques ou du moins empêchés de les détruire. Dans ce cas, certes, il n'est pas permis de raisonner, il faut seulement obéir. Dès que cette partie de la machine, en revanche, se conçoit comme élément du bien public tout entier, et même de la société civile universelle, par conséquent prend la qualité d'un savant qui s'adresse à un seul public, au sens propre du terme, par des écrits, il peut alors raisonner sans que les tâches auxquelles il a été affecté comme élément passif en souffrent. Ainsi serait-il très nocif qu'un officier ayant reçu un ordre de ses supérieurs se mit pendant son service à ratiociner à voix haute sur l'opportunité ou l'utilité de cet ordre. Il ne peut qu'obéir. Mais on ne peut, en toute justice, lui interdire en tant que savant de faire des remarques sur les fautes commises pendant le temps de guerre et de les soumettre au jugement de son public. Le citoyen ne peut refuser de payer les taxes qui lui sont imposées. La critique insolente de tels impôts au moment où il a l'obligation de les payer peut même être punie comme un scandale qui pourrait provoquer des rébellions générales. Mais le même n'est pas en contradiction cependant avec son devoir de citoyen si, en tant que savant, il manifeste publiquement son opposition à de telles impositions inopportunes ou même injustes. De la même façon, un prêtre est obligé, devant ses catéchumènes et sa paroisse, de faire son prêche selon le symbole de l'Église qu'il sert, car il a été engagé à cette condition. Mais en tant que savant, il a la totale liberté et même la vocation pour cela, de faire partager au public toutes ces idées soigneusement examinées et bien intentionnées, qui ont trait aux défauts de cette symbolique et aux projets tendant à un meilleur aménagement de la religion et de l'Église. Il n'y a rien là qui pût être contraire à sa conscience. Car ce qu'il enseigne du fait de sa fonction en tant que dignitaire de l'Église, il l'expose comme quelque chose qu'il ne peut enseigner à sa guise, mais qu'il est requis d'exposer selon le règlement et au nom d'un autre. Il dira « Notre Église enseigne ceci ou cela. Voilà les preuves dont elle se sert. » Il tirera ensuite tous les profits pratiques pour sa paroisse de préceptes auxquels, pour sa part, il ne souscrit pas avec une conviction totale, mais qu'il se fait fort cependant d'exposer, parce qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'une vérité y soit cachée. Mais qu'en tout cas, au moins, on n'y rencontre rien qui contredise la religion intérieure. Car s'il croyait y trouver cela, il ne pourrait pas en conscience exercer sa fonction, il devrait démissionner. L'usage donc qu'un pasteur en fonction fait de sa raison devant sa paroisse n'est qu'un usage privé, parce que celle-ci n'est qu'une assemblée de type familial, quelle que soit sa taille. Et compte tenu de cela, il n'est pas libre en tant que prêtre, et n'a pas le droit de l'être, car il exécute une mission étrangère à sa personne. En revanche, en tant que savant qui par ses écrits parle au vrai public, c'est-à-dire au monde, par conséquent dans l'usage public de sa raison, le prêtre jouit d'une liberté illimitée de se servir de sa propre raison
et de parler en son nom. Car vouloir que les tuteurs du peuple, dans les choses ecclésiastiques, redeviennent eux-mêmes mineurs, est une absurdité qui revient à la perpétuation des absurdités. Mais une société d'ecclésiastiques, un synode par exemple, ou une honorable classe, comme il se nomme chez les Hollandais, ne devrait-il pas avoir le droit de s'engager mutuellement par serment sur un certain symbole immuable, pour ainsi tenir sous une tutelle supérieure permanente chacun de ses membres, et grâce à eux le peuple, et ainsi pérenniser celle-ci? Je dis que c'est tout à fait impossible. Un tel contrat, conclu pour interdire à jamais toute extension des Lumières au genre humain, est carrément nul et non avenu, dût-il même avoir été entériné par le pouvoir suprême, par des diètes d'empire et par les traités de paix les plus solennels. Une époque ne peut s'allier et conspirer en vue de rendre la suivante incapable d'étendre ses connaissances, surtout d'aussi urgentes, de les débarrasser des erreurs et finalement de faire progresser les Lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la vocation originelle réside dans ce progrès, et les descendants seront parfaitement en droit de rejeter ces décisions prises de façon illégitime et criminelle. La pierre de touche de tout ce qui peut être décidé sous forme de loi pour un peuple se trouve dans la question: un peuple s'imposerait-il lui-même une telle loi? Or, celle-ci serait peut-être possible, pour ainsi dire, dans l'attente d'une meilleure et pour une brève période déterminée, afin d'introduire un certain ordre, à condition d'autoriser en même temps chacun des citoyens, surtout le prêtre, en sa qualité de savant, à faire publiquement, c'est-à-dire par écrit, ses remarques sur les défauts de l'ancienne institution, tandis que l'ordre introduit serait maintenu. Et ce, jusqu'à ce que l'intelligence de ces choses soit publiquement si avancée et confirmée, qu'elle soit en mesure, en réunissant les voix de ses partisans, sans doute pas toutes, d'apporter devant le trône un projet. Il s'agirait de protéger les paroisses qui se seraient entendues sur une institution de la religion modifiée selon leur conception, sans gêner cependant ceux qui voudraient en rester à la situation ancienne. Mais il est tout simplement interdit de s'entendre sur une constitution religieuse immuable, ne devant être contestée par personne publiquement, fût-ce même pour la durée d'une vie d'homme, et d'annuler ainsi littéralement une période de la marche de l'humanité vers l'amélioration, et de la rendre non seulement stérile, mais encore préjudiciable à la postérité. Un homme peut, à la rigueur, personnellement, et même alors seulement pour quelque temps, retarder les Lumières dans ce qu'il a l'obligation de savoir. Mais y renoncer, que ce soit pour lui personnellement, plus encore pour la postérité, signifie léser les droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. Mais ce qu'un peuple n'est même pas autorisé à décider pour lui-même, un monarque a encore moins le droit d'en décider pour le peuple, car son autorité législative repose précisément sur le fait qu'il rassemble toute la volonté populaire dans la sienne. S'il ne se propose que de concilier toute amélioration véritable ou prétendue avec l'ordre civil, il ne peut d'autre part que laisser faire à ses sujets eux-mêmes ce qu'ils estiment nécessaire au salut de leur âme. Cela ne le regarde pas. En revanche, il doit veiller à ce que personne n'empêche autrui par la violence de travailler de toutes ses forces à la définition et à la progression de son salut. Il fait tort lui-même à sa majesté lorsqu'il intervient dans ses affaires, comme s'il relevait de l'autorité du gouvernement les écrits dans lesquels ses sujets tentent de clarifier leur idée, ou lorsqu'il agit de son propre chef et s'expose aux reproches du César non est supra grammaticos. C'est aussi, et plus encore le cas, lorsqu'il abaisse son pouvoir suprême à soutenir contre le reste de ses sujets le despotisme ecclésiastique de quelques tyrans dans son État. Lorsqu'on vient donc maintenant demander « Vivons-nous actuellement dans une époque éclairée ?» Alors la réponse est non, mais dans une époque de propagation des Lumières. Il s'en faut encore de beaucoup que les hommes, en l'état actuel des choses pris dans leur ensemble,
soit déjà en mesure, ou puisse même être mis en mesure de se servir en matière de religion, avec assurance et succès de leur propre entendement sans la tutelle d'autrui, mais que, dès à présent, le champ leur soit ouvert pour s'y mouvoir librement, et que les obstacles à la généralisation des Lumières et à la sortie hors de la minorité imputable à eux-mêmes soient peu à peu moins nombreux. C'est ce dont nous avons donc des signes évidents. À cet égard, cette époque est l'époque des Lumières, ou le siècle de Frédéric. Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il considère comme un devoir de ne rien prescrire aux hommes en matière de religion, qui leur laisse sur ce point une liberté totale et donc récuse pour sa part l'orgueilleux terme de tolérance, est lui-même éclairé, et pour avoir été le premier à libérer le genre humain de sa minorité, du moins en ce qu'elle regardait le gouvernement, et pour avoir laissé chacun libre de se servir de sa propre raison dans toutes les affaires de conscience, il mérite d'être loué par le monde d'aujourd'hui et de demain, reconnaissant. Sous son règne, d'honorables ecclésiastiques, nonobstant leur devoir de fonction, ont la permission, en qualité de savants, de présenter librement et publiquement à l'examen de tous leurs jugements et points de vue qui s'écartent ici ou là des symboles adoptés. Mais mieux encore, ce droit est donné à tous ceux qui ne sont pas limités par leur devoir de fonction. Cet esprit de liberté s'étend aussi au dehors, même là où il doit lutter avec les obstacles extérieurs d'un gouvernement qui ignore sa véritable mission. Car il montre à celui-ci, par son brillant exemple, que là où règne la liberté, il n'y a rien à craindre pour la tranquillité publique et l'unité de l'État. Les hommes cherchent à se dégager eux-mêmes de leur grossièreté, pour peu qu'on ne s'acharne pas artificiellement à les y maintenir. J'ai placé le point principal des Lumières, la sortie de l'homme hors de sa minorité imputable à lui-même, principalement dans le domaine de la religion. Parce qu'au regard des arts et des sciences, nos souverains ne sont pas intéressés à jouer les tuteurs de leur sujet. De plus, cette minorité dont j'ai parlé, outre qu'elle est la plus nocive, est aussi la plus déshonorante de toutes. Mais la réflexion d'un chef d'État qui favorise les Lumières va plus loin, et elle voit bien que, même au regard de la législation, il est sans danger d'autoriser ces sujets à faire publiquement usage de leur propre raison et à exposer au monde leurs idées sur une meilleure rédaction des lois, fût-ce à l'aide d'une critique franche de celles déjà existantes. C'est ce dont nous avons un exemple brillant qu'aucun autre monarque que celui que nous vénérons n'a encore fourni. Mais seul, en outre, celui qui, éclairé lui-même, ne craint pas l'ombre, mais a en même temps sous la main une armée nombreuse et bien disciplinée, garante de la tranquillité publique, peut dire ce qu'un État libre n'ose pas dire. Raisonnez autant que vous voulez et sur ce que vous voulez, mais obéissez. Ainsi se révèle une marche étrange, inattendue des choses humaines. De toute manière, ici comme ailleurs, lorsqu'on les considère globalement, presque tout y est paradoxal. Un degré plus élevé de liberté civile semble être avantageux pour la liberté d'esprit du peuple et lui impose pourtant des barrières infranchissables. Un degré moins élevé de celle-ci procure en revanche à celui-ci la possibilité de s'étendre selon ses forces. Lorsque donc la nature a dégagé de sa dure enveloppe le germe sur lequel elle veille le plus tendrement, c'est-à-dire le penchant et la vocation à penser librement, alors ce penchant agit en retour sur la sensibilité du peuple, grâce à quoi celui-ci devient de plus en plus capable d'avoir la liberté d'agir, et finalement, en outre, même sur les principes du gouvernement, qui trouve son propre intérêt à traiter l'homme, qui désormais est plus qu'une machine, conformément à sa dignité. Königsberg, en Prusse, le 30 septembre 1784.